Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Baron Samedi. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo, la seconde partie de ma trilogie que j'avais prévue sur Wano. Il se trouve que les flashbacks arrivent à leur fin, donc je voulais faire un petit rappel de toutes mes analyses que j'avais faites précédemment, tout en donnant d'autres pistes de réflexion pour la suite du manga. Dans cette vidéo, nous aborderons les théories que j'ai déjà présentées lors de mes reviews précédentes, avec un peu plus de détails. Comme vous l'aurez compris, cette vidéo s'orientera autour des 6 familles de Wano et des complots qui tournent autour de ces 6 familles. J'aborderai les symboliques qui tournent autour de ces familles et surtout j'essaierai de présenter quelques théories qui seront en rapport avec l'histoire de One Piece et ses personnages. Je reviendrai notamment sur les parallèles que j'ai pu faire entre Barbe Noire et les Kurozomi, le rôle des Shimotsuki et le complot qui se tournerait autour de Oden, et puis je finirai sur une petite théorie qui parlerait du traître de Wano Kuni. Alors, suivez-moi dans mon monde et je vais tout vous expliquer. On peut commencer. Alors en préambule, ce que nous savons, c'est que toute l'histoire de One Piece nous ramène à Wano. Les samouraïs de ce pays sont ceux qui ont gravé les poneglyphes dans la roche. Ils sont donc une menace pour le gouvernement. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que je pense que le gouvernement a fait assassiner Oden. Alors avec le dernier chapitre, tout vient de changer. Je voyais Kaido comme un personnage tragique qui souhaitait avant tout obtenir l'aide d'Oden pour faire une alliance contre le gouvernement, mais il semblerait selon les apparences que Kaido soit le véritable stratège de toute cette histoire. Cependant, il existe encore quelques zones d'ombre. Je ne reviendrai pas sur cette théorie car ce n'est pas réellement le sujet de toute cette vidéo. Ce à quoi je vais vous introduire, c'est l'importance des familles de Wano et surtout de la symbolique qu'ils pourraient avoir dans toute notre histoire. Commençons par la base même de toute mon analyse. Dans le chapitre flashback de Roshi, nous avons pu voir que Wano était dirigé par 6 clans. Parmi ces familles, 5 sont tenues de protéger la plus importante, la famille Kozuki. Alors je vais vous les lister, mais en même temps que je les liste, j'aimerais que vous regardiez attentivement les silhouettes que je vous montre. Il y a donc le clan Fugetsu, Amatsuki, Uzuki, Shimotsuki et Kurozomi. Retenez bien cette image et ces noms de clans car ils nous seront très importants pour la suite de ces analyses. Déjà, qu'est-ce que cette image nous dit? On peut apercevoir qu'Oda ne nous montre que des ombres. Ceci n'est pas un détail anodin. En effet, je pense qu'à travers ces silhouettes, Oda nous tisse des personnages importants pour la suite du manga, ou bien des personnages que nous avons déjà vus dans le manga, mais qu'on ne pouvait pas associer à ces clans. Ceci est le premier point. Le second point est le fait qu'une ombre soit associée à un clan. Cela signifie que les membres de ce clan devraient partager les mêmes caractéristiques physiques. Bien évidemment, dans la vraie vie, ceci est impossible. Mais dans une œuvre, c'est un raccourci scénaristique utile pour faire les liens entre les personnages. C'est une astuce qui est beaucoup utilisée. Et c'est d'ailleurs de cette façon que nous avons réussi à faire un lien entre le personnage de Ryoma Shimotsuki et de Zoro. Les deux partagent une ressemblance physique notable. C'est ce qui fait qu'on a rapidement associé les deux personnages. Maintenant, quand on regarde la silhouette des clans Shimotsuki, on constate que Ryoma correspond parfaitement au style de ce clan. C'est-à-dire qu'il porte les cheveux en bataille devant et qu'il porte un grand chignon. Notons bien ce détail, il nous sera très important pour la suite de la théorie. Mais pour l'instant, nous allons revenir sur les clans de Wano. Au-delà de la silhouette, ce qui importe est aussi le nom des familles. Sur les 6 clans, il n'y a qu'une seule famille qui n'est pas liée à la lune, et c'est la famille Kurozomi. C'est sur elle que nous allons commencer cette première partie d'analyse. La famille Kurozomi n'est pas liée à la lune. Qu'est-ce que cela veut donc nous dire? Si l'on se place du point de vue que les familles de Wano sont soit des dits, soit des représentants des dits, alors les Kurozomi, qui ne sont pas liés à la lune, seraient donc des usurpateurs. Cette symbolique d'étrangers est très importante car elle fait écho à l'histoire de l'ancien royaume. Car en effet, si les dits étaient les rois de l'ancien royaume et qu'ils venaient de la lune, cela veut dire que l'alliance des 20 royaumes qui se sont associés contre les dits était formée d'usurpateurs. Ces personnes se feraient passer pour des dits, mais en réalité ne le sont pas. Or, il y a justement une population qui règne sur le monde de One Piece et qui se prétend légitime. Cette population, c'est celle des dragons célestes. Et on peut le voir à leur code vestimentaire. Ils sont habillés en tenue spatiale, mais rien ne nous dit qu'ils viennent de la lune. Et c'est là que le parallèle avec l'histoire des Kurozomi devient intéressant. Tout comme les Kurozomi, les dragons célestes auraient renversé le précédent roi pour instaurer Im-sama sur le trône. Alors je sais que vous vous demandez comment j'arrive à faire ce type de raisonnement, peut-être que je vais un petit peu trop loin. C'est possible. Mais en termes de symbolique, je pense qu'il y a un véritable sens à trouver à cette histoire. Surtout quand la symbolique s'oriente autour des Kurozomi et d'Orochi. Car évidemment, on peut se demander pourquoi Orochi, dans l'histoire de Wano, représenterait la menace des dragons célestes. C'est là qu'entre en jeu son fruit du démon. Or, quel est le fruit du démon d'Orochi? Orochi possède bien un fruit Ebi no Mi, de modèle dragon. Ainsi donc, l'arc de Wano actuel serait une reconstitution de l'histoire du monde avec les dragons célestes qui auraient renversé leur roi. Orochi représenterait les dragons célestes et Oden Kozuki représenterait le roi de l'ancien royaume. Et si là vous voyez où je veux en venir, vous devez certainement vous douter du rapprochement que je suis en train de faire. Mais nous parlerons de cela quand nous aborderons le thème de la famille Kozuki. Pour le moment, nous allons conclure sur la famille Kurozomi. Sur ma vidéo sur Barbe Noire, vous m'aviez demandé en commentaire comment j'étais arrivé à associer le personnage de Barbe Noire et d'Orochi.
Comme je l'ai dit, c'est qu'au-delà de la petite ressemblance physique, c'est le symbole de Barbe Noire qui est intéressant. En effet, Barbe Noire et Orochi enfant apparaissent dans le même chapitre flashback de One Piece. Pour moi, ce n'est pas un hasard si les deux personnages ont été présentés dans le même chapitre. Ils seront tous les deux pris en charge par Oden et suivront la même route. Ils seront tous les deux pris en charge par un empereur. Ensuite, tout le reste n'est que présomption. À partir du moment où on connaît la vie d'Orochi, on peut imaginer que la vie de Barbe Noire serait à peu près calquée sur le même pattern, surtout si les Kurozumi sont des usurpateurs. C'est d'ailleurs le parallèle que l'on peut faire entre Orochi et Barbe Noire, car Barbe Noire n'est pas celui qui est attendu par Roger, c'est lui aussi un usurpateur. J'avais d'ailleurs émis cette hypothèse comme quoi il pouvait être un faux dit, ou du moins pas le dit de la prophétie tant attendue. Mais on pourrait pousser le parallèle encore plus loin. Il y a un lien qui rapproche Marshall D. Teach et Orochi, c'est leur rapport à la noirceur. Dans leur nom, ils ont tous les deux le préfixe Kuro, qui est associé à la noirceur ou aux ténèbres. Or, quel est le fruit de Barbe Noire? C'est le Yami Yami no Mi, ou le fruit des ténèbres. D'ailleurs, je finirai toute mon analyse sur les Kurozumi avec un point qui pourrait aussi les lier à Rox d'Ichebek. Alors là, vous vous demanderez comment, mais là encore c'est un tout petit détail. Que signifie le nom Kurozumi? Kurozumi signifie charbon noir en japonais. Nous avions déjà associé la noirceur à Barbe Noire, mais qu'est-ce que le charbon à l'état brut? Le charbon est une roche. Or, la roche nous rapproche justement à Rox d'Ichebek, vu que roche veut dire Rox en anglais. Est-ce que les Kurozumi sont liés à Rox et Teach uniquement en termes de symbolique, ou bien est-ce qu'il pourrait y avoir des liens familiaux éloignés? Là par contre je n'ai pas d'avis là-dessus, je vous laisserai l'occasion d'y répondre par commentaire ou bien d'en débattre. Il est temps de passer au deuxième clan de cette analyse théorie, le clan Shimotsuki. Si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, je vais vous faire un rappel. Dessus j'ai abordé l'idée que les Shimotsuki et les Kozuki étaient deux clans liés qui régnaient sans partage sur Wano. Depuis l'introduction des 5 familles, tout a un peu changé. Enfin, je dis tout, en réalité, presque tout a changé. Je crois encore que les Kozuki et les Shimotsuki ont été les vrais chefs de Wano durant 800 années. Mais la question est, qu'est-ce qui rend les Shimotsuki aussi importants dans l'histoire de Wano? La réponse réside en la légende de leur fondateur, Ryoma Shimotsuki. Ryoma était connu comme le roi à son époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez du manga Monster, c'est dans ce préquel à One Piece que l'on découvre qu'il est l'épéiste le plus fort de son temps. On peut donc penser que le terme roi est celui de roi des sabreurs. Mais dans One Piece, quand le personnage de Ryoma revient, on nous apprend qu'il a été connu pour avoir repoussé de très puissants ennemis il y a des centaines d'années. Cet exploit aurait fait de lui une légende. Or, si Ryoma était aussi fort qu'on le dit, pourquoi n'est-il pas devenu le roi de Wano? Pour ma part, je pense qu'il aurait pu le devenir, mais qu'il a tout simplement refusé. Je pense que Ryoma se contentait d'être un guerrier avant tout, mais qu'il devait servir un roi qui avait beaucoup plus de compétences que lui. Il aurait donc fait un pacte avec le roi de Wano à l'époque. Ce pacte était que les Kozuki devaient être les garants du savoir et de la lumière, et les Shimotsuki devenaient l'épée qui protégeait la nation. Ce lien aurait perpétué pendant 800 années, car pour moi il est évident que Ryoma a vécu lors du siècle oublié. Et c'est comme ça qu'un scénario a germé dans ma tête. On dit bien que Ryoma a combattu l'envahisseur et qu'il a réussi à le repousser. Mais qui était-il? À l'époque, Wano était considéré comme le pays de l'or. On peut donc imaginer que c'était des pirates ou bien des nations ennemies. Mais pour ma part, je vois tout autre chose. Pour moi, l'ennemi que Ryoma a affronté étaient les royaumes qui finiraient par s'associer et formeraient le gouvernement mondial. Cette défaite a tellement traumatisé le gouvernement qu'il aurait décidé de l'effacer de l'histoire. Mais seuls les habitants de Wano la connaîtraient. Et il y en a un qui pourrait très bien la connaître, c'est Akainu. Voilà pourquoi il est si terrifié à l'idée d'attaquer Wano. Bien, nous savons pourquoi les Shimotsuki sont aussi craints dans le monde, et nous savons aussi pourquoi ils sont aussi puissants. Maintenant parlons du temps présent. Aujourd'hui on pense que les Shimotsuki sont morts. Mais je crois qu'il y a 25 ans, il y avait plusieurs de leurs descendants en place, et qu'aujourd'hui il reste encore des descendants. Bien évidemment, tout le monde pensera à Zoro. Je pense que Zoro est un Shimotsuki, mais il pourrait y avoir d'autres héritiers, notamment un auquel personne ne pense, c'est Momonosuke. Alors c'est là que je vais vous perdre, mais encore une fois je vais tout vous expliquer. Dans une précédente vidéo, j'avais émis la théorie qu'il était possible qu'Oden soit un faux Kozuki et en réalité un Shimotsuki. Je vais vous rappeler encore une fois au chapitre 963. Dans celui-ci, la sorcière explique à Orochi comment sa famille a été bannie. On y apprend que le roi Kozuki de l'époque ne pouvait pas avoir d'enfants, ce qui a créé une grande guerre de succession entre les familles. Les Kurozumi étaient sur le point de reprendre le trône, quand miraculeusement, un héritier est né. Cet héritier c'était Sukiyaki Kozuki. Mais le cas de Sukiyaki est étrange. Souvent, dans une œuvre, quand on ne peut pas avoir d'enfant, il faut se méfier de l'enfant qui apparaît par la suite. Donc si le père de Kozuki était stérile,
Je dis stérile car on dit plusieurs fois qu'il a essayé d'avoir des héritiers mais qu'il n'en a jamais eu. Qui était le père de Sukiyaki? Pour moi, l'indice se trouve dans la présentation des 5 familles et dans les silhouettes. Et quand on fait un parallèle avec Sukiyaki, on peut voir certaines choses qui apparaissent. Dès sa naissance, le père d'Oden avait déjà les cheveux en bataille. On pourrait croire que c'est un détail sans importance. Mais dans le même chapitre, on aperçoit la naissance de Momonosuke. Et Momonosuke n'a pas de cheveux sur sa tête. Mais ce qui frappe est que quand Sukiyaki vieillit, il porte exactement le look des Shimotsuki. Il porte bien les cheveux en bataille et un chignon. De plus, à aucun moment dans ce chapitre, nous voyons la silhouette des Kozuki, car ce serait nous spoiler la possible réelle identité des vrais Kozuki. Mais ceci, j'y reviendrai plus tard lorsque je m'attarderai sur leur famille. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'après la fin des Kurozumi, les Shimotsuki règnent en maître sur 2 régions de Wano. De plus, on peut voir que le conseil restreint du roi sont des Shimotsuki. Il y avait Yasue aux côtés du roi, et surtout, le père de Zoro. Ce qui ne serait pas une surprise si Sukiyaki Kozuki était en réalité un Shimotsuki. Ce qui nous expliquerait d'ailleurs pour quelle raison le père supposé de Zoro a été l'un des seuls qui se soit opposé à Kaido. Bien, j'ai abordé 2 complots, celui des Kurozumi et celui de Shimotsuki. 2 familles très importantes. Mais quel est leur lien réel avec les Kozuki? Je vais m'attarder dessus et vous présenter ma théorie. Pour comprendre et savoir qui sont les Kozuki, nous devons nous demander pourquoi Oda ne nous a pas montré leur apparence lors de la présentation des familles. Il nous présente bien toutes les 5 familles, mais jamais la 6e, la plus importante de toutes. Pour moi, Oda ne nous a pas montré à quoi ressemblaient les Kozuki, car il ne voulait pas nous spoiler l'identité d'un personnage. Comme je l'ai déjà dit, les silhouettes révèlent des personnages importants que nous avons soit déjà vus dans le manga, mais que nous ne pouvions pas affilier à ces clans, ou bien des personnages que nous verrons plus tard et qui seront très importants pour la suite. Mais j'aimerais faire une théorie folle. Cette théorie s'oriente justement autour de l'importance des Shimotsuki et des Kurozumi. Voilà pourquoi je vous les ai présentés au départ. Quand on voit la symbolique et l'histoire des 2 clans, on peut imaginer un scénario. Pour rappel, j'avais associé les Kurozumi au dragon céleste, mais aussi à la noirceur, car en réalité les Kurozumi s'opposent parfaitement aux Kozuki. Ils sont leurs pires ennemis. Les Kurozumi représentent le noir et les ténèbres. Ils représentent aussi la nuit. Il y a un personnage qu'on peut assimiler à la nuit, c'est Im-sama. Je pourrais encore une fois vous renvoyer aux vidéos de Nina qui associe Im à la nuit. Mais qui sont les Kozuki et quel est leur lien à la nuit? Les Kozuki sont la lune claire. Ils symbolisent donc une lumière opposée aux ténèbres. Alors oui, je sais à quoi vous pensez. Le contraire de la nuit, en réalité, serait l'aube, le jour. Et le jour est symbolisé par Luffy. C'est Luffy qui est destiné à détruire cette nuit sans fin. Mais cela n'invalide pas le rôle des Kozuki. Les Kozuki signifieraient une lumière dévorée par les ténèbres, et Luffy sera le soleil qui rétablira le jour. Je sais que je suis en train de vous perdre en symbole, mais si nous faisons des associations, nous pouvons parfaitement connaître le rôle des Kozuki et surtout qui ils sont dans le passé. Si les Kurozumi représentent les usurpateurs qui ont voulu prendre le pouvoir aux Kozuki, et que les Shimotsuki sont les protecteurs du royaume qui ont repoussé l'envahisseur, et que les Kurozumi représentent en réalité la menace des dragons célestes, on peut se dire que les Kozuki étaient leurs ennemis naturels. Or, qui sont les ennemis naturels des dragons célestes dans le monde de One Piece? Ce sont les Di. Et qui pouvait être le plus grand Di de l'époque? Il n'y a qu'une seule personne qui correspond à ce critère, et ce serait le premier Joy Boy. Le tout premier, pas celui de 800 ans plus tard. Le Joy Boy d'il y a 800 années pourrait être en réalité un Kozuki. Ceci donnerait la raison pour laquelle Ryoma n'est pas devenu le roi de Wano. Ryoma était le second du roi. Or, vous pouvez le voir dans One Piece, les seconds des équipages sont souvent des sabreurs. Et si vous ne me croyez pas, regardez qui est considéré comme le nouveau Joy Boy. Encore une fois, tout nous ramène à Luffy. Luffy reproduit exactement les alliances de l'ancien royaume. Et qui est le protecteur de Luffy? Qui est son épée? Roronoa Zoro, l'héritier direct de Ryuma, ou comme on peut l'appeler, Zoro Shimotsuki. Serait-ce possible qu'en réalité nous assistions à une reproduction de l'histoire? Ceci est fortement possible. Maintenant, je voudrais terminer cette vidéo sur un dernier clan, le clan Uzuki. Dans une précédente vidéo, je vous l'avais déjà dit, et je pense que nous avons trouvé les 2 successeurs de ce clan. Les 2 héritiers des Uzuki restants seraient Izo et Okiku. Si je m'attarde sur ce clan, ce n'est pas sur son histoire passée, je ne vais pas vous la faire. Notre histoire s'arrêtera à 20 à 25 ans plus tôt. Et normalement, vous avez sûrement deviné de quoi je vais parler. Bien que je ne suis pas fan de l'idée qu'il pourrait y avoir un traître chez les Fourreaux Rouges, car ça tuerait la symbolique des personnages, s'il y a un traître sur lequel on pourrait parier, ce serait Okiku, car je pense avoir trouvé un mobile de traîtrise chez ce personnage. Lorsque nous rencontrons Okiku et Izu, ils nous sont montrés comme pauvres. On nous dit qu'ils sont d'un clan de danseurs dont le père était devenu criminel. Mais maintenant que nous connaissons l'histoire des complots de Wano et de la guerre de succession, on peut croire qu'il y a une autre histoire derrière cette petite histoire. Il pourrait y avoir 2 scénarios. Ou bien le père de Kiku a été déclaré criminel pour avoir tenté de devenir daimyo, ou bien il est devenu criminel parce que son clan aurait été banni pour avoir comploté contre le roi. Alors pourquoi je pense que le clan Uzuki aurait été banni?
Dans le chapitre 963, il nous est montré le conseil restreint de Sukiyaki Kozuki. Et dans le conseil restreint, nous ne voyons que 3 clans, les Shimotsuki, les Amatsuki et les Fugetsu. Si j'ai identifié les Amatsuki, c'est à cause de leurs longs cheveux tombant sur les côtés. On peut voir que Toki a la même coupe de cheveux. Et bien évidemment, il nous reste les Fugetsu, les seuls que nous n'avons pas vus, et que Oda nous cache. Donc, oui, il est fortement possible que les Uzuki ont été bannis, ce qui nous donne un mobile pour Okiku. Imaginons ce scénario. Okiku aurait appris l'histoire de sa famille, tout comme Orochi aurait appris la sienne. Peut-être même qu'il la connaissait déjà, mais étant avec Oden, il aurait trouvé une raison de vivre et d'oublier son passé. Mais ceci se passait avant même que Oden l'abandonne de nouveau et le renvoie à la pauvreté. Seul et sans Izo pour le protéger, Okiku aurait pu être corrompu par Orochi. Okiku étant un Ozuki et donc un noble de droit, Orochi aurait pactisé car ils auraient eu le même passé et la même histoire. Okiku aurait été aveuglé par la haine. C'est d'ailleurs ce qui pourrait l'amener à faire face à ses erreurs plus tard dans l'avenir. Car pour moi, Okiku n'a jamais été un fourreau rouge. Selon la prophétie de Toki, il devrait y avoir 9 fourreaux rouges. Or, pour moi, le véritable fourreau rouge a toujours été Izo depuis le départ. Le retour d'Izo accomplira la prophétie. C'est là qu'un duel mortel entre les deux frères, un duel fratricide, se jouera sur l'île d'Onigashima. Et là, toutes ces histoires de complot, ce cycle de haine et d'héritage pourra prendre fin. Et finalement, les portes de Wano pourront être ouvertes. Mais là, il nous faudra nous poser la question de qui sont les fourreaux rouges de la prophétie. Car pour moi, nous nous sommes trompés sur qui ils étaient. J'ai bien mon idée que je vous présenterai dans cette dernière vidéo de cette série sur Wano, la fin de cette trilogie. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Là encore, seul Oda le sait. Voilà pour cette théorie. J'avais pas prévu qu'elle soit aussi longue, mais bon, j'ai eu beaucoup d'idées quand je l'ai rédigée. J'espère que nous pourrons en débattre dans les commentaires. Je lis beaucoup de vos commentaires, j'essaie d'y répondre au maximum, donc n'hésitez pas à me le dire, commentez, et puis on se voit bientôt. Et je tiens à vous remercier parce que grâce à vous, ma chaîne a gagné en visibilité et que je suis sur le point de gagner mes 1000 abonnés, ce qui fait que je serai encore beaucoup plus visible, et ça c'est grâce à vous. Merci à vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao.